Merci d'être là, d'être venu. Merci d'être tous venus. Je vais laisser la parole à Pierre qui va développer d'abord l'aspect statistique, puis je développerai un petit peu l'idéologie qui est derrière cette idée de surpopulation et le projet de dépopulation. Et ensuite, Pierre conclura. Voilà. Donc, je veux aussi tous vous remercier d'être là et d'avoir fait ce déplacement. Moi, j'ai une petite chose à préciser, vu ma position professionnelle, c'est que je parle uniquement en mon nom et pas dans le nom d'aucun parti, ni d'aucun groupe, syndicat, quel qu'il soit, et surtout pas au nom de mon employeur, ni d'aucun institut d'ailleurs. Instituts qui n'ont pas caché le fait qu'ils sont en désaccord avec moi, mais comme la réciproque est vraie, il n'y a aucun problème. Comme Liliane l'a dit, oui, alors moi mes livres arriveront un peu plus tard puisque mon épouse est partie avec nos enfants à Thonon se baigner avec nos livres dans le coffre et aussi mes chaussures. Bon. Voilà, donc j'aurai des livres et des chaussures en fin de soirée. Alors la surpopulation, c'est aussi un thème auquel j'ai cru en termes statistiques et qui m'a été présenté en termes démographiques. Et donc comme l'a dit Pierre-Antoine, moi je vais juste vous proposer quelques statistiques sur le sujet pour comprendre ce que disent les chiffres et la statistique sur l'idée de surpopulation. Que se passe-t-il? Il ne se passe rien. Voilà. Pour comprendre que quand on juste regarde froidement les statistiques, on se rend compte assez vite que c'est encore un dogme pseudo-scientifique et qu'on ne peut pas utiliser les chiffres pour parler de surpopulation ou de la bombe H ou de la catastrophe humanitaire qui serait liée à une surpopulation, à une explosion démographique. Donc je vais vous présenter ces statistiques-là. Ensuite, Pierre-Antoine prendra la parole pour vous expliquer toute l'idéologie qui se cache derrière toute cette histoire de surpopulation. Et puis ensuite, je vous ferai deux autres petites parties. D'une part, ce qui s'est passé pendant la crise Covid, avec notamment ce que j'ai appelé l'abandon de ceux qui sont en trop. Pierre-Antoine vous en parlera. Et puis, on fera un focus à la fin sur les dégâts de la vaccination, parce qu'il y a bien eu deux étapes différentes pendant cette crise. Bon, tout d'abord, où est le problème? Où est le problème d'un point de vue statistique? Donc que disent les chiffres? Où est le problème? On a une prétendue surpopulation dont vous entendez parler quasiment tous les jours depuis très longtemps à la télé ou dans les journaux, et on va retourner aux sources. Si vous tapez, vous tapez Human Population Growth, l'augmentation de la population mondiale sur Google, un des premiers résultats que vous avez, c'est celui-ci. C'est un site qui parle justement, qui s'appelle Population Matters, donc un groupe, une association qui dit que la population c'est importante, et leur première page web, c'est ce graphique, donc qui part en 1050 et qui donne l'impression d'une explosion, on va dire, exponentielle de la population, et là on se dit, mais voilà, ça va exploser, et évidemment ça donne une impression que ça va monter de manière infinie, quoi. Jusqu'à ce que, la bombe H, jusqu'à ce que ça explose. Et donc évidemment, ce graphique qui est une parfaite escroquerie, puisqu'il zoome à l'endroit où on souhaite. Si vous tapez juste, ça c'est Our World in Data sur les données de l'ONU sur l'évolution de la population mondiale, les estimations que c'est depuis les années 50 que la population mondiale augmente environ de un peu moins de 2%. Tous les ans, et que ce rythme commence à s'estomper, c'est-à-dire que l'augmentation de la population ralentit fortement depuis les années 90 et que ça n'arrête pas de baisser. Donc l'augmentation de la population qu'on voit de manière exponentielle, ça n'a pas l'air de tenir la route puisque l'augmentation diminue fortement. Ça augmente toujours. C'est dû à deux choses. D'une part, l'évolution de la population est due à deux choses. Il y a les taux de mortalité, toujours sur le même site, vous voyez que les taux de mortalité ont tendance à diminuer, c'est-à-dire que les gens meurent moins, sauf depuis quelques années, là 2020-2021 c'est remonté, mais voilà, on a plutôt une population qui meurt moins, mais dans le même temps, le nombre de naissances, lui, a aussi tendance à se casser la figure et à diminuer ces dernières années. Et ces deux chiffres vont en même temps l'un avec l'autre. Oui, les gens vivent de plus en plus vieux, donc on meurt de moins en moins précocement, mais dans le même temps, il y a de moins en moins de bébés qui naissent. Et ça, c'est un phénomène qui est très connu, qui s'appelle, tout simplement,
Est-ce que j'ai mis le mot ici? Ça s'appelle la transition démographique. Donc vous prenez un pays, quel qu'il soit, on observe assez souvent le même type de schéma. À une certaine période, vous avez un taux de mortalité dans la population qui est assez élevé. Donc le taux de mortalité, là, il est en rouge, qui varie d'une année sur l'autre au gré des guerres, des maladies, ce que vous voulez. Et le taux de natalité, il est aussi assez élevé. Et tant qu'on a ces deux paramètres-là ensemble, la population est assez stable. Il y a quasiment autant de personnes qui naissent que de personnes qui meurent. Et puis, au moment de la transition démographique, c'est un moment où il y a une amélioration des conditions de vie qui se fait de manière relativement brutale. Eh bien, on a le taux de mortalité qui va se casser la figure, les gens vont mourir moins, et le taux de natalité, lui, avant de baisser, il se passe un certain temps. Et c'est pendant cette période que l'accroissement de la population qui est en vert va exploser. Donc on va avoir une augmentation soudaine de la population pendant quelques années, qui correspond à la période où les gens cessent de mourir précocement et où on fait toujours autant d'enfants. Mais ça, dans tous les pays où on peut faire de la démographie, on voit que ça ne dure qu'un temps. Et au bout de quelques années, le nombre de naissances par femme va diminuer. Et ça s'observe à chaque fois qu'il y a une transition démographique. Donc il y a bien une augmentation du nombre de personnes de manière, on va dire, un peu brutale. Quand les naissances sont nombreuses et que les gens meurent plus, ça fait une augmentation de la population et puis ça se restabilise. Donc il n'y a pas de bombe H au sens où il y aurait une augmentation des conditions de vie et puis donc les gens cessent de mourir et on fait toujours plein d'enfants. Ça ne s'observe pas. Ce qui s'observe, c'est oui, une augmentation de la population, globe qui passe un palier et puis ensuite ça s'arrête. Et ça s'arrête, et les pays qui ont déjà vécu la transition démographique, on les repère avec deux choses. Le taux de fertilité, c'est-à-dire le taux d'enfants par femme. Ici, vous avez en bleu, ce sont tous les pays où on fait assez peu d'enfants. On est même en dessous de 2 enfants par femme, ce qui veut dire que ce qu'on appelle le renouvellement générationnel n'est pas assuré. Si tous les pays où en moyenne les femmes font moins de 2 enfants, ça veut dire que la population à terme va finir par diminuer de la population locale. On peut faire de l'immigration pour remplacer, mais ça va finir par diminuer. Donc tous les pays en bleu, de toute façon, sont à un moment de leur évolution démographique où de toute façon, il n'y a pas de renouvellement générationnel, donc ça va diminuer. Et les seuls pays où on a plus de 2 enfants par femme sont les pays en rouge, et donc vous avez des pays d'Afrique, un peu en Asie, etc. Et si vous regardez l'espérance de vie des gens, vous avez quasiment la même carte en inversé, c'est-à-dire que les pays où on vit vieux, ce sont des pays où on fait peu d'enfants, il y a peu d'enfants par femme, et les pays où il y a plus d'enfants par femme, c'est des pays où on vit pas vieux. Donc ça correspond parfaitement. Ce qui fait qu'il y a tout un tas d'écrits sur quand est-ce que l'Afrique, il y aura l'explosion démographique africaine, au moment où peut-être on arrêtera d'exploiter l'Afrique et puis qu'il y ait des changements de gouvernement incessants, des famines, etc. Peut-être que l'espérance de vie finira par augmenter, qu'il y aura une augmentation démographique, mais ça ne durera qu'un temps, et ça n'est toujours pas arrivé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même de ce qui est... Ça vient de Les Échos, je crois. Les anciens scénarios de l'ONU où le nombre de personnes sur la planète devait atteindre 11 milliards et augmenter comme ça jusqu'en 2100. Même aujourd'hui, les scénarios, au vu de la baisse que l'on observe sur le nombre de naissances actuellement, même les anciens scénarios qui étaient extrêmement optimistes, en tout cas qui disaient qu'il y avait à avoir une augmentation de population jusqu'à 10 milliards, sont même plus tenables d'un point de vue politique, et les scénarios sont souvent tous revus à la baisse, où si l'espérance de vie continue d'augmenter, mais qu'on voit que les naissances continuent de stagner ou même continuent de baisser, on voit plutôt que le maximum de population terrestre estimé, il arriverait plutôt aux alentours de 2050, 60, voire même avant, et qu'ensuite la population mondiale va diminuer, puisque actuellement on a une population mondiale qui est assez âgée et avec très peu d'enfants. Donc il n'y a absolument rien qui justifie, qui puisse faire croire statistiquement, démographiquement, qu'il y aura une explosion démographique. C'est juste, si on fait de la projection démographique, c'est pas censé arriver, et ça n'a jamais existé ou été vu. Mais tout ça, c'est pour entrer dans un discours, on va dire, psychologisant, culpabilisant auprès des gens, en disant « vous êtes trop nombreux, vous êtes un souci pour la planète parce que vous détruisez la planète, vous consommez trop ». Et ça, il y a une deuxième manière de voir que tout est bidon, c'est de regarder qui pollue. Donc un indicateur de pollution, c'est le CO2, même si le CO2 n'est pas un polluant,
Si on mesure le CO2, c'est parce que c'est le plus facile à mesurer. Bon. C'est beaucoup plus facile de mesurer le taux de CO2 dans l'air que d'autres choses. Et comme quand on fait des fumées, il y a du CO2 plus le reste, on mesure que le CO2, mais du coup le discours classique c'est de faire croire que c'est le CO2 le problème, alors que c'est le reste le problème. Et bon, c'est pas très grave. Quand on mesure le CO2, ça donne une idée quand même des fumées qui sont produites. Voilà, c'est juste ça qui est intéressant. Et là sur ce graphique, c'est le taux de CO2 émis par personne et le nombre d'enfants par femme. Voilà. Donc les pays qui font plus d'enfants par femme, on l'a dit, ce sont les Africains, et ils ne produisent absolument pas de CO2. Hein. Donc les endroits où on fait des enfants, ce n'est pas les endroits où on pollue. Hein. Tout bêtement. Voilà. Les endroits où on pollue et on produit et on pollue le plus, ce sont des endroits où les gens ne font pas d'enfants. Et ce ne sont pas des endroits, ce ne sont donc pas les humains, les nouveaux humains qui vont polluer. Ce qui pollue, c'est même pas les humains. Ce qui pollue, c'est la production. Ce que l'on voit ici, en gros, ceux qui font le plus de CO2, là, c'est juste des pays producteurs. Vous avez des pays exportateurs de pétrole, vous avez les États-Unis, la Chine, mais le problème, c'est le problème de population. Comment se rendre compte que le problème, c'est pas un problème de population? Regardez l'augmentation de la population en Chine, qui est une augmentation très régulière depuis les années 60. Vous voyez, ça, l'augmentation, ils sont passés de un peu moins de 1 milliard à quasiment 1,5 milliard entre 60 et 2020, 60 ans. Regardez l'augmentation du CO2 pour ce même pays, la Chine, qui est en jaune. C'est pas du tout la même courbe. La population a augmenté de manière, on va dire, toute douce et linéaire, alors que l'augmentation de production de CO2, c'est une explosion à partir des années 2000. C'est au moment où la Chine est devenue le producteur de tout l'Occident. Donc il n'y a pas de rapport entre les deux. Hein. Donc ce n'est pas les nouveaux consommateurs chinois qui ont fait du CO2, c'est uniquement la délocalisation de la production. Les deux n'ont rien à voir. Il n'y a pas le moindre rapport entre la population qu'il y a, ou l'évolution de la population, et la pollution atmosphérique, hein, ou le CO2. Enfin, ça n'a aucun lien. Donc il y a une double escroquerie dans l'histoire de la population, de la bombe H, etc. D'un, ça n'existe pas. Il y a des périodes de transition démographique, et c'est tout. Et de deux, ce n'est pas les gens qui font des enfants ou qui sont nombreux qui posent problème. C'est uniquement l'endroit où on produit. S'il n'y a pas de normes de qualité de ce qu'on va rejeter dans l'air, il y a de la pollution, c'est tout. Voilà. Ça, c'est la double escroquerie qu'il y a au sujet de la surpopulation. Je laisse la place à Pierre-Antoine. Donc, justement, c'est sur cette corrélation entre démographie et carbone que se base toute une partie du raisonnement que font les élites qui contrôlent le système bancaire et sanitaire international. Le 15 mai 2009 se réunissait à New York un groupe restreint de milliardaires parmi les plus influents. Parmi ceux-ci, on retrouvait Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, David Rockefeller, Ted Turner, Oprah Winfrey et d'autres moins connus, mais aussi influents, comme Eli et Edith Brodt. Tous adeptes de ce que l'on appelle le philanthro-capitalisme et de l'investissement dans des causes ou des organisations à vocation humanitaire. Donc cette conférence, qui était organisée par David Rockefeller, Gates et Warren Buffett, se voulait être une réponse, je cite, au ralentissement économique mondial et aux nombreuses crises sanitaires et environnementales qui sévissaient dans le monde. On est donc en 2009, un an après la grande crise économique et 10 ans avant le Covid. Donc modestement dénommé le Good Club, ce bon club, ou ce club du bien, réunissait donc des investisseurs donateurs qui cumulaient déjà à l'époque plus de 125 milliards de dollars et aujourd'hui beaucoup plus. De quoi exercer une influence mondiale à une échelle encore inédite pour des acteurs non gouvernementaux. Là, je cite un des rares journalistes qui avait fait fuiter un peu cette réunion. Pendant 6 heures, les milliardaires réunis ont discuté des crises auxquelles le monde actuel est confronté. Parmi les sujets abordés, l'éducation, l'aide d'urgence, la réforme des gouvernements, la profondeur prévue de la crise économique et les problèmes de santé mondiaux, tels que la maladie et la surpopulation, puisque donc la surpopulation est un problème de santé.
pour eux. Au terme de cette réunion, et sous l'impulsion principalement de Bill Gates, les participants de ce club du bien décidèrent de faire de la surpopulation la thématique centrale de leurs préoccupations communes. Un an plus tard, Gates fera sa célèbre conférence qui s'appelait Innovating to Zero, qui portait sur les moyens que devrait employer l'humanité afin d'atteindre l'objectif d'un monde zéro carbone à l'échelle 2050, à l'horizon 2050. Donc là, on est précisément dans ce que nous a expliqué Pierre, c'est-à-dire que Gates faisait le raisonnement suivant. Donc là, je cite Bill Gates qui dit « Donc vous avez une chose, le CO2, que vous voulez réduire à zéro et qui va être basé sur le nombre de personnes. » Donc exactement ce que disait Pierre. Les services que chaque personne utilise en moyenne, l'énergie en moyenne pour chaque service et le CO2 émis par unité d'énergie. Examinons chacun de ces éléments et voyons comment nous pouvons atteindre l'objectif zéro. Et il dit tout d'abord la population. Le monde compte aujourd'hui près de 7 milliards d'habitants et ce chiffre devrait passer à 9 milliards. C'est là qu'il dit « Si nous faisons un excellent travail sur de nouveaux vaccins, des soins de santé et des services de santé reproductive, nous pourrions peut-être réduire ce chiffre de 10 à 15%. » Alors là, il y a eu Gates, pour se défendre, a dit « J'entendais réduire... » non pas la population, mais la natalité, la croissance de cette population. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il prétendait que l'on peut agir sur la natalité et sur la démographie via les soins, ce qu'on appelle les soins de santé reproductifs, dans le langage globaliste. Bon, c'est tout ce qui est affaire, comment dire, à la contraception, et même à l'avortement, et à tout ce qui freine la reproduction de manière naturelle, et puis par la vaccination. Et là, on peut se demander, mais quel est le lien entre vaccination et dénatalité? Alors, avant d'aborder directement ce sujet, rappelons que donc, Gates la fondation Gates, William Gates, troisième du nom, c'est plus sympa Bill Gates, mais ce sont des héritiers comme Ted Turner, au troisième du nom, tous ces gens-là. Donc ce sont généralement des héritiers qui donc, investissent dans les causes prétendument humanitaires. Donc Bill Gates déclarait lors de la rencontre annuelle du Forum économique mondial en 2010, toujours à la même époque, « Nous devons faire de cette décennie la décennie de la vaccination ». Donc là, vous voyez le déroulé. Donc cette réunion 2009, la conférence de 2010... les interventions auprès du Forum mondial. Son épouse, à l'époque, abondait dans le même sens. Les vaccins représentent un miracle. Quelques doses suffisent pour prévenir définitivement des maladies mortelles. Voilà. Et à ce moment-là, ils firent aussi l'annonce d'investir 10 milliards de dollars jusqu'en 2020 pour, je cite, aider la recherche, le développement et la distribution de nouveaux vaccins dans les pays les plus pauvres. Voilà. Donc, la Fondation Gates, deuxième contributeur de l'OMS à l'époque où j'ai écrit mon livre, donc c'était pour l'exercice 2020-2021, donc durant la période Covid. Et Bill Gates, à l'époque Covid, expliquait que le Covid-19 pourrait être éradiqué en vaccinant 60% de l'humanité. Et il faisait le raisonnement suivant, 2 doses par personne à raison de $3 chacune et 7 milliards de personnes, 40 milliards de dollars seront nécessaires pour vacciner l'ensemble de la population mondiale contre le Covid. Voilà. Donc là, on peut se demander, donc cette stratégie déjà de tout miser sur les vaccins pour sa fondation, cette corrélation entre pollution, catastrophisme environnemental et démographie, et cette idée d'agir sur la natalité par la vaccination. Donc influer sur la natalité via la vaccination, et les soins de santé, est-ce possible? En tout cas, certaines expériences, pratiquées notamment en Afrique, montrent que cela a déjà été tenté. Par exemple, en 2014. En 2014, au Kenya, la conférence épiscopale catholique du Kenya s'opposait publiquement à une campagne de vaccination contre le tétanos organisée par l'OMS et l'UNICEF.
Une campagne qui dissimulait, d'après cette organisation catholique, je cite, un programme de contrôle démographique camouflé. Donc cette commission épiscopale dénonçait la présence dans le vaccin antitétanique d'une hormone appelée l'hormone HCG, hormone chorionique gonadotrope humaine, hormone naturellement présente chez les femmes enceintes et qui permet au corps de la femme enceinte de reconnaître son enfant afin qu'il ne soit pas attaqué par le système immunitaire. Donc là, je cite le médecin de cette association qui disait « Lorsque cette hormone est injectée au moyen d'un vaccin à une femme non enceinte, le bêta-HCG combiné avec l'anatoxine tétanique provoque le développement d'anticorps contre le tétanos et contre le HCG, de sorte que si l'ovule d'une femme est fécondé, son HCG naturel sera détruit, la rendant définitivement stérile. » Là, il posait la question, on se demande pourquoi cette dernière campagne, donc en 2014, a comporté 5 injections depuis plus de 2 ans. Et c'est intéressant de noter que c'est ce qui avait alerté à l'époque les médecins au Kenya. Ils disaient pourquoi, alors que d'habitude, nous donnons des séries de 3 injections sur 2 ou 3 ans, là, d'un seul coup, il faut enchaîner les injections sur une période de temps assez courte. L'action des lanceurs d'alerte catholiques kenyans amènera l'État à stopper cette campagne de vaccination. Ils avaient procédé à des tests indépendants qui montraient qu'effectivement, 30% des doses recueillies au cours de la campagne antitétanique, sponsorisée et promue par l'OMS et par l'UNICEF, contenaient bien de la HCG. Alors, continuant mon enquête sur mon livre que j'avais écrit à l'époque, au moment du Covid, je me suis posé la question de ce qu'on appelle en fait l'immunocontraception. Quand vous introduisez des termes comme Contraceptive Vaccines World Health Organization sur le site PubMed, le principal moteur de recherche de données bibliographiques sur la biologie et la médecine, vous trouvez par exemple pas moins de 75 articles. En introduisant les seuls termes Contraceptive Vaccines, plus de 700 articles sont référencés sur ce site. Parmi ces études, on en retrouve une de la célèbre revue scientifique The Lancet, qui fut publiée en 1988 et dont le titre était « Essai clinique de phase 1 d'un vaccin de l'Organisation mondiale de santé pour le contrôle des naissances ». Bon, on peut quand même difficilement faire plus clair. Et donc, cette publication, je vous laisse le détail d'aller la chercher si vous voulez, elle est dans mon livre, explique comment un vaccin contraceptif pourrait fonctionner et détaille les modalités de son application. Mais ce n'est pas la seule étude. Si vous cherchez juste avec le terme immunocontraception sur Internet, vous tomberez sur une multitude d'études. Et parmi elles, les études publiées par le pionnier en matière d'immunocontraception, le docteur indien Prasad Talwar, fondateur de l'Institut national d'immunologie indien. Et notamment son étude intitulée « Un vaccin qui prévient la grossesse chez les femmes ». Et qui prétend démontrer, donc je cite, la faisabilité d'un vaccin pour le contrôle de la fertilité humaine. Étude publiée en 1994. Mais j'ai retrouvé des articles du docteur Talwar qui expliquaient dès 1976 qu'un vaccin, justement, mêlant une combinaison de HCG et d'anatoxine tétanique, avait déjà donné les résultats escomptés, donc ce qui sera utilisé plus tard au Kenya. Ces recherches, à une époque, ont même fait l'écho de la presse subventionnée, comme par exemple le quotidien de centre-gauche italien, La Repubblica, qui titrait en 1992 « Bientôt le premier vaccin anti-bébé ». Là encore, difficile d'être plus clair. Vaccin qui était présenté évidemment comme contraceptif, temporaire et non stérilisateur. Ce n'est pas les conclusions auxquelles sont arrivés les médecins kenyans à partir des données qu'ils ont relevées sur le terrain. Donc là, c'est encore un débat qui reste ouvert. Donc depuis les années 70, le docteur Talwar fut l'un des principaux chercheurs dans ce domaine. Cette politique de recherche promue par l'OMS autour de vaccins stérilisateurs remonte aux années 70. Donc elle s'intègre dans ce que l'OMS désigne
sous les termes de santé sexuelle et reproductive. Et dès 1972, l'OMS lançait un programme spécifique dédié aux recherches sur la reproduction humaine, programme dénommé le Human Reproduction Program, le HRP, qui est défini comme un programme spécial de recherche qui, c'est en gros le principal outil du système OMS, du système onusien, pour piloter toutes les questions de santé sexuelle et reproductive. On pourrait voir aussi dans le même esprit le rapport annuel de la Fondation Rockefeller à la même époque, enfin, on va dire en 1968, rapport annuel qui appelait, quant à lui, je cite, à faire des progrès dans les domaines des méthodes immunologiques comme les vaccins afin de réduire la fertilité. Donc là encore. Alors, tous les raisonnements que vont faire ces gens-là, comme Gates, ils vont vous dire non, mais ce que l'on veut dire, c'est que quand une population commence à se faire vacciner, c'est que justement, elle est en phase de transition démographique et en fait, cela participe à l'amélioration de son mode de vie et donc, naturellement, la natalité baisse. Évidemment, ils ne vont pas directement vous parler de vaccins stérilisateurs, mais en même temps, les recherches du professeur Talvar sont officielles et on en parle dans les grands médias pour le peu qu'on y prête attention. Donc, il faut se poser la question de, finalement, quel est... vu que, finalement, scientifiquement, la pollution n'est pas liée à la population, alors que c'est l'équation, qu'ils posent, pourquoi cette obsession sur le contrôle de la démographie des populations? Je pense que c'est tout simplement un objectif politique, un objectif de contrôle, un objectif donc qu'ont en tête comme je vous disais au début de l'exposé, les plus grandes fortunes du monde qui cherchent en fait à rejoindre une forme politique qui correspondrait à leurs intérêts, je dirais, de classe, tout simplement. Donc les hyper riches, qui sont inatteignables un petit peu pour le commun des mortels et qui sont, on va dire, hors de portée des systèmes politiques, qui sont au-dessus des systèmes politiques et qui ont progressivement tissé tout un réseau d'influence depuis des décennies, et même avant, un réseau en fait transgénérationnel, hein, puisque c'est William Gates, troisième du nom, Ted Turner aussi, sont des lignées de gens qui estiment finalement, de par une forme d'aristocratie à laquelle ils appartiendraient, mais qui est en fait une aristocratie d'argent, ce qui pour moi est l'inverse de l'aristocratie réelle, puisqu'au départ, l'aristocratie d'argent, la véritable aristocratie, c'est l'aristocratie de mérite. Eux, ce sont des héritiers qui se placent finalement comme aristocratie de l'humanité entière et qui prétendent nous gouverner. Mais alors, ils ne le feront pas de manière directe. Ça, c'est ça la différence, on pourrait dire. Ça, c'était le philosophe français Michel Foucault qui avait bien vu ça et qui parlait de biopolitique. Il expliquait finalement pendant des centaines d'années, le pouvoir a été directement... En fait, le pouvoir faisait mourir, mais laissait vivre. C'est-à-dire, il faisait mourir les sujets, le roi, par exemple, le seigneur, faisait mourir les gens dont il avait besoin au moment des guerres. Il ponctionnait l'impôt du sang, et puis il laissait vivre les gens. À partir d'une certaine époque, le pouvoir s'est perfectionné, et on insiste progressivement à l'inverse. Et nous sommes réellement dans cette séquence-là. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il n'y a plus de pouvoir pour le politique réel, mais par contre, sur tous les aspects privés, là, le pouvoir intervient. Et jusqu'à l'aspect de notre reproduction, qui est une des facettes intimes dans lesquelles ce biopouvoir, en fait, veut s'immiscer. Si on prend les déclarations de ces gens, alors là, dans mon livre, j'ai mis beaucoup de déclarations de ces gens qui sont intéressantes, je vais en citer quelques-unes. Par exemple, celle donc de Ted Turner, Robert Edward Turner III, son vrai nom, le patron de CNN, donc un outil qui façonne les visions du monde de l'intelligentsia globale. Hein. Personnellement, je pense que la population devrait être plus proche de l'époque où nous avions des populations indigènes, avant l'avènement de l'agriculture. Donc avant l'avènement de l'agriculture. Hein. Il y a 15 000 ans, il y avait entre 40 et 100 millions de personnes. Voilà. Donc le but, ce serait un petit peu ça, son optimum démographique rêvé. 40 et 100 millions de personnes.
Bon, dont lui évidemment, hein, peut-être pas nous, mais il dit, mais Paul et Anne Ehrlich m'ont convaincu que si l'on veut avoir une infrastructure moderne, avec des compagnies aériennes, des routes interétatiques, etc., nous aurons besoin d'environ 2 milliards de personnes. Ouf, c'est bon. Alors, donc il y a déjà 2 milliards, donc on est un peu plus large. L'environnement peut en supporter 2 milliards au niveau de la consommation actuelle, de sorte que tout le monde vivrait à un niveau décent. Voilà. C'est un petit peu... Et en fait, il y a toujours cet optimum dans leur déclaration. Vous voyez toujours, c'est 1 milliard, 1 milliard et demi, 2 milliards maximum. On est toujours là-dedans. Mais cela revient toujours cette idée que finalement, au Paléolithique, on était quand même mieux. Hein. Donc, alors, je ne prétends pas, donc, dans le même ordre d'idées, à l'époque, le président du Fonds mondial pour la nature, du WWF, le feu prince, le duc d'Édimbourg, prince Philippe, déclarait en préface de sa biographie, un livre qui s'appelait Down to Earth, je ne prétends pas avoir un intérêt particulier pour l'histoire naturelle, mais étant enfant, j'ai été sensibilisé aux fluctuations annuelles du nombre de gibiers et à la nécessité d'adapter l'abattage à la taille de la population excédentaire. On peut dire, c'est peut-être de l'humour britannique qui nous aura échappé, mais ça donne une idée un petit peu de l'idéologie, ou en tout cas de la vision de classe dirigeante. Il le même disait aussi à la même époque dans ce livre, en cas de réincarnation, je souhaiterais revenir sous la forme d'un virus mortel. Alors est-ce que c'est... Alors je crois... Non, il n'était pas encore mort au moment du Covid, ou peut-être qu'il était déjà mort, c'était peut-être lui. Après, dans le même ordre d'idées, ce qu'on avait aussi... On a des personnalités comme ça qu'on ne pense pas. Par exemple, Jacques-Yves Cousteau qui écrivait donc, dans le courrier de l'UNESCO en 91, « Il faut que la population mondiale se stabilise ». Pareil, il faut, voilà, on sait que c'est comme ça. Et pour cela, il faudrait éliminer 350 000 hommes par jour. Alors, il dit, bon, c'est tellement horrible à envisager que nous ne devrions même pas le dire. Mais il l'écrit en tout cas. Mais la situation générale dans laquelle nous sommes impliqués est lamentable. On ne peut pas dire moins. Tellement de déclarations en ce sens. L'auteur de, vous savez, la théorie Gaïa, alors cette idée, alors c'est intéressant, c'est pareil, ça détourne des conceptions souvent traditionnelles, mais James Lovelock, qui expliquait en 2021, au moment du Covid, Gaïa pourrait détruire les humains avant que nous détruisions la Terre. Il n'y a pas vraiment d'alternative, c'est soit Gaïa, soit nous. Quoi. Le Covid-19 pourrait bien avoir été une tentative de Gaïa pour se protéger. Gaïa essaiera plus fort la prochaine fois, vous êtes prévenus, avec quelque chose d'encore plus méchant. Voilà. Bon, James Lovelock est mort depuis, je crois. Donc, en tout cas, lui, c'est pas... Et alors, vous avez comme ça, voilà, toutes les déclarations de gens comme toujours très médiatisés, hein, comme par exemple en France, Jean-Marc Jancovici, lui, il expliquait la nature, la planète n'acceptera pas d'avoir 10 milliards d'habitants sur Terre ad vitam aeternam. Ça tombe bien, Pierre nous a montré que ça va réduire. Mais bon. Mais vivant comme aujourd'hui, ça c'est important aussi, parce que ça explique toutes les mesures politiques qui sont prises actuellement. La seule question, c'est comment va se faire la régulation. Ou bien on essaye de la gérer au moins mal par nous-mêmes, ou bien ça se fera de manière spontanée par des pandémies, des famines, des conflits. Donc oui, il vaudrait mieux s'en occuper et en discuter, même si c'est un débat difficile. Alors vous avez aussi le fameux auteur du livre sur les limites de la croissance, qui est paru aussi à l'époque... fin 68 ou 70, toujours cette époque vraiment là où il y a eu un gros forcing médiatique pour amener cette question-là sur la place publique. L'auteur de ce livre, Les limites de la croissance, qui disait aussi, là, dans une interview des années 2000, je suis civilisé, donc je suis pour que ça se passe de manière civilisée. Il faut trouver des moyens civilisés pour réduire la population mondiale. Alors, quels sont ces moyens civilisés? Si vous ne voulez pas faire la guerre frontalement aux gens, on peut se poser. Et donc ça nous amène... Donc comme je vous disais, on reviendra sur les citations, sur par exemple Paul Ehrlich. Pierre a parlé tout à l'heure de la bombe P, ça le livre de Paul Ehrlich, en fait, qui s'appliquait sur... Paul Ehrlich, pareil, dès les années 68, on a écrit ce livre, et lui il disait trop de voitures, trop d'usines, trop de détergents, trop de pesticides, trop de pollution, trop d'oxyde de carbone. La cause en est toujours la même, trop de monde sur la Terre. Là encore, Pierre nous a démontré le contraire, mais c'est vraiment leur mantra depuis le début. Et ce même Ehrlich, dans Life Magazine, donc là encore, c'est des publications grand public, la mère de l'année devrait être une femme stérilisée avec 2 enfants adoptés.
il était un peu réac, parce que maintenant, 2 enfants adoptés, c'est quand même avoir des enfants, c'est quand même, ça devrait être juste, non, la mère de l'année, ça devrait être femme stérilisée, point barre. Et donc voilà, donc ça nous amène à une idée d'où provient. Donc comme je vous dis, pour moi, c'est transgénérationnel, c'est quelque chose qui est vraiment l'idéologie de l'élite. Donc de l'élite globaliste. Pourquoi globaliste? Parce que leur projet est d'ordre cosmopolitique. Leur but, c'est d'avoir, donc fameux terme qu'ils emploient, un nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que c'est un nouvel ordre mondial? C'est une autorité mondiale supra-étatique qui gérerait les affaires humaines pour le compte de cette oligarchie éclairée. Hein. Pour eux, c'est pour le bien de l'ensemble de l'humanité. Et donc, ça remonte à loin. Et vous avez, par exemple, si vous remontez dans le temps, Julian Huxley, Aldous Huxley, et les auteurs du Manifeste des généticiens. Alors ça, c'est intéressant. On est donc en 1939. Aldous Huxley est connu pour Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes est présenté comme une critique justement d'un monde totalitaire. Mais en fait, il faut comprendre que Orwell n'aurait pas pu écrire Le meilleur des mondes si lui-même n'était pas issu du milieu dans lequel se préparait ce projet-là. En fait, ce projet que j'appelle globalitaire, globaliste et totalitaire. Donc ça fait cela fait plusieurs générations que ce projet est en gestation, qu'il progresse. Et donc Huxley a pu écrire dès les années 20. Finalement, le projet aboutit auquel il voudrait arriver. C'est-à-dire une fédération mondiale qui gère une humanité organisée par caste génétique. Voilà. C'est ce qui est décrit dans Le meilleur des mondes. Mais en fait, c'est le projet. C'est ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les années 30, la question de l'eugénisme, donc du contrôle génétique des populations, se posait avec acuité. Et vous aviez à l'époque, finalement, 2 tendances qui s'affrontaient. L'eugénisme, que je pourrais qualifier de gauche, ou globaliste, ou socialisant, voilà, à portée universelle, qui est celui de l'élite anglo-américaine, globaliste, etc., à laquelle les frères Huxley participaient, en quelque sorte. Et face à cela, vous aviez le concurrent qui était forme d'hérésie de cette idéologie, qui était le national-socialisme, qui lui se proposait de faire une forme d'eugénisme, mais à l'échelle d'une nation entière. Et là, ce n'était plus une classe qui devait gouverner finalement l'ensemble d'abord du système occidental et l'ensemble du monde, c'est un peuple de maîtres, une race de seigneurs. En fait. Donc c'est une sorte de détournement des mêmes concepts. Et donc vous aviez un affrontement entre les deux. Et vous aviez finalement un eugénisme vraiment racialiste, et puis un eugénisme, on pourrait dire, à portée plus universaliste, c'est-à-dire qu'il veut vraiment s'appliquer à tout le genre humain. Donc, pour répondre à l'eugénisme national-socialiste, les eugénistes globalistes avaient à l'époque écrit un manifeste qui s'appelait le Manifeste des généticiens. Et ils posaient la question. Ils disaient, en fait, ils répondaient à une question qu'une revue américaine avait posée à l'époque. La question était comment la population mondiale peut le plus efficacement être améliorée génétiquement. On est dans les années 30. Cette question, donc disent les auteurs du Manifeste des généticiens, soulève des problèmes bien plus larges que ceux qui sont purement biologiques. La suppression des préjugés raciaux et de la doctrine non scientifique selon laquelle les bons et les mauvais gènes sont le monopole de peuples particuliers. Donc là, on voit la différence avec le national-socialisme à l'époque. Donc cette suppression des préjugés, etc., ne sera possible que lorsque les conditions qui produisent la guerre et l'exploitation économique auront été éliminées. Et là, ils disent, comment arriver à cette idée? Cela nécessite une forme effective de fédération du monde entier basée sur l'intérêt commun de tous les peuples. Alors vous me direz, c'est un mélange un peu d'idées sympathiques et puis quand même... finalement quand même élitaire. Parce que finalement, leur projet, c'est quoi? C'est de faire une forme de socialisme eugéniste. Donc c'est pas du national-socialisme, c'est un socialisme eugéniste à l'échelle planétaire, mais dirigé tout de même par une élite éclairée, qui est celle des ingénieurs sociaux et des généticiens. Donc cette idée de fédération, on pourrait dire eugéniste mondiale, sera reprise dans un livre de Paul et Anne Ehrlich, donc, qui avait écrit La bombe P en 1968. En 1977, il va coécrire aussi avec John Holdren, qui fut conseiller scientifique en chef du président Obama. Donc là encore, on n'est pas dans des cercles obscurs de gens qui essayent d'amener une idéologie qui n'a pas d'influence. Ce sont des gens qui arrivent à influencer les décideurs.
Et donc dans ce texte qui s'appelait Eco-Science, Population, Resource, Environment. Donc dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Vers un régime politique planétaire ». On va faire plus clair là encore. Donc là ils disent, et là c'est intéressant, c'est aussi la vision globaliste. C'est-à-dire quand on a les institutions internationales, comme ici à Genève, on peut avoir deux visions de ces institutions internationales. Une vision qui serait, on pourrait dire, plus souverainiste, qui est l'idée que oui, il faut des institutions internationales pour arbitrer les différends entre des États souverains, ou bien une vision plus globaliste de ces institutions, qui est donc celle de ces élites. C'est-à-dire que pour eux, ces institutions sont déjà des organes d'un futur régime politique planétaire. Et donc là, on a deux confrontations qui, à mon avis, doivent être portées au sein même de ces institutions par les acteurs politiques. On doit leur reprendre ces institutions. Donc vers un régime politique planétaire. Peut-être que ces agences, combinées au programme des Nations Unies pour l'environnement, j'aime bien le peut-être, mais peut-être que ces agences combinées au programme des Nations Unies pour l'environnement et aux agences démographiques des Nations Unies, donc là encore environnement et démographie, pourraient finalement être développées en un régime planétaire unique, une sorte de super-agence internationale pour la population, les ressources et l'environnement. Là on voit bien le projet. Une sorte de super-agence internationale pour la population, les ressources et l'environnement. Un tel régime planétaire complet pourrait contrôler le développement, l'administration, la conservation et la distribution de toutes les ressources naturelles, renouvelables ou non, du moins dans la mesure où les implications internationales existent. Ainsi, ce régime pourrait avoir le pouvoir de contrôler la pollution non seulement de l'atmosphère et des océans, mais aussi des masses d'eau douce, telles que les rivières et les lacs, qui traversent les frontières internationales ou qui se déversent dans les océans. Le régime pourrait aussi être une agence centrale afin de réguler tout le commerce international. Bon, ça, c'est écrit en 77. Si ça ne ressemble pas à ce que nous vivons vivons en tout cas, en fait, c'est le projet. Simplement là où nous le voyons maintenant, parce que là, le projet apparaît au grand jour. Donc, cette idée d'un gouvernement mondial écologiste et antinataliste sera d'ailleurs développée sous la forme d'un livre de science-fiction. Et là encore, c'est intéressant, c'est comme Huxley. Julian Huxley développe la partie théorique, il sera vraiment dans les institutions internationales, premier président de l'UNESCO. Aldous Huxley va présenter l'aspect dystopique, critique finalement. Et bien la même chose avec les frères Ehrlich. À l'époque où sort ce livre, Eco-Science, Population, Ressources, Environnement, le frère de Paul Ehrlich, Max Ehrlich, écrit un livre de science-fiction qui s'appelle Le Grand Décret, et qui décrit un monde où la surpopulation aura détruit une grande partie des ressources alimentaires de la planète, et la nourriture est composée de plancton et rationnée, et la planète est régie par un gouvernement mondial appelé GovMonde, chargé de résoudre les problèmes de pollution et de surnatalité endémique. Là encore, donc préparation des esprits, on pourrait dire les préparations des décideurs par un des frères, et puis préparation des masses, en fait, par la culture, par l'autre. Alors c'est intéressant, oui, parce que dans ce livre, il parlait d'un GovMonde. Donc il dit, vers la fin des... Alors oui, parce qu'à l'époque aussi, c'est intéressant à relire, il faisait des prédictions apocalyptiques du même genre qu'à notre époque, mais ça devait arriver dans les années 80-90. Donc ils sont reculés. Ce n'était pas forcément le réchauffement climatique, c'était des désastres de type inondations et autres. Alors vers la fin des années 70 du siècle précédent, c'est déjà passé, les problèmes étaient devenus si pressants que le soleil n'apparaissait plus que dans un brouillard crépusculaire et des milliers de gens tombaient dans les rues asphyxiés. Alors, il y a eu alors une révolution, etc. Les complexes industriels, les installations chimiques et les raffineries qui transformaient les résidus fossiles furent détruits. Alors ça fait penser à tout l'imaginaire qu'on propose aux jeunes aussi. Hein, cette idée, c'est les soulèvements de la terre, là, ce genre de choses-là. Ça fait penser à ça. Ça vient pas de rien, là aussi. Donc, les anciens gouvernements furent finalement remplacés par un GovMonde doté du système subsidiaire des Gouv-États. La crise concernait la survie de l'espèce et il fallait agir vite. Et oui, c'est toujours vite qu'il faut agir avec ces gens-là. Des décrets furent pris qui punissaient de mort les pollueurs, les résidus fossiles furent mis hors la loi et bannis, un programme massif fut institué pour développer l'énergie nucléaire internationale, l'environnement parvint à être purifié et à redevenir vivable. Ouf, voilà. Ce livre servira aussi de scénario à un film qui s'appelait Zero Population Growth. Croissance de population zéro. Donc là, ça nous ramène aussi à la thématique du zéro carbone de Gates. Et donc, population zéro, dans sa version française,
qui décrit la même histoire. Et ce film donnera finalement naissance à une association, puisque là vous avez tout l'enchaînement. Vous avez le lobbying dans les think tanks, la version livre, la version film pour tousser les masses, et ensuite une association pour que les gens qui ont été touchés par ces thématiques puissent adhérer et puis participer, et donner de l'argent et puis agir. Et donc l'association Zero Population Growth, qui en 2002 changera de nom et s'appellera Population Connection. C'est comme Population Matters, c'est plus sympa, c'est voilà. Donc pour finir sur Paul Ehrlich, il fut aussi en 1974 l'auteur d'un livre avec son épouse qui s'appelait The End of Affluence, la fin de l'abondance. C'est étonnant, ça aussi, des thèmes pas très imaginatifs. Et donc La bombe P, qu'il avait écrit en 68, aura un succès, une influence considérable, malgré les nombreux démentis qui furent apportés aux sombres prédictions que faisaient à l'époque les auteurs. Donc là, je vous pas certaines choses, mais ce qui est intéressant, c'est ce que préconisaient ces gens-là. Donc ils disaient qu'en gros, scénario catastrophe arrive, la démographie va provoquer des catastrophes écologiques, il faut agir. Et donc là, ils proposaient... il dit, là je cite, « La première tâche est le contrôle de la population à domicile. Comment s'y prendre ? Beaucoup de mes collègues pensent qu'une sorte de réglementation obligatoire des naissances serait nécessaire pour parvenir à ce contrôle. » On ne sait pas qui c'est ces collègues. Mais... Un plan, souvent mentionné, implique l'agent de stérilisant temporaire dans les réserves d'eau ou aux aliments de base. Donc un plan, souvent mentionné, implique l'ajout de stérilisants temporaires aux réserves d'eau ou aux aliments de base. Les doses de l'antidote seraient soigneusement rationnées par le gouvernement afin de produire la taille de population souhaitée. Ça, c'est étonnant aussi, ça nous rappelle des choses quand même. Alors après, il précise quand même, ceux d'entre vous qui sont consternés par une telle suggestion peuvent se rassurer. L'option ne nous est même pas ouverte car une telle substance n'existe pas. Ouf. Le choix est maintenant soit d'avoir de tels additifs, soit d'une catastrophe. Nous aurons la catastrophe. C'était la conclusion à l'époque de Paul Ehrlich. Donc là, on était dans les années 60. Donc je vous ai dit, montée de cette idéologie finalement qui est ancienne, hein, puisque donc Huxley en parle des années 30. En fait, on peut remonter à Malthus encore avant, mais et donc il y a cette montée et vraiment à partir des années donc là encore, hein, c'est ces mêmes instituts qui ont été chargés de mobiliser la première révolution de couleur que fut mai 68 en France, par exemple, pour déstabiliser De Gaulle. Ben voilà, tous ces instituts-là, finalement, ont préparé vraiment l'opinion publique, l'opinion des jeunes à l'époque, et puis de génération en génération. Et ils sont arrivés jusqu'à notre époque. Et on arrive au forum de Davos, avec des gens comme, par exemple, le conseiller de Klaus Schwab, Yuval Harari, qui expliquait en 2015 « Nous assistons maintenant à la création d'une classe massive de personnes inutiles. » Les ordinateurs devenant de plus en plus performants dans de plus en plus de domaines, alors la grande question politique et économique du XXe siècle est la suivante. Ce sera de savoir pour quelles raisons avons-nous besoin des humains ? Ou, en fait, pour quelles raisons avons-nous besoin de tant d'humains ? Et donc, en fait, c'est la question de la 4e révolution industrielle poussée par le Forum de Davos. Et vous aviez, par exemple, dans le livre de Klaus Schwab, écrit en 2021 sur le stakeholder capitalism, écrit, c'est intéressant de voir les raisonnements spécieux de ces gens-là, la force qui aide les gens à se libérer de la pauvreté et à avoir une vie décente est la même qui détruit la viabilité de notre planète pour les générations futures. Je trouve cette phrase incroyable. Les émissions qui causent le changement climatique ne sont pas seulement le résultat d'une génération d'industriels égoïstes ou de baby-boomers occidentaux, elles sont la conséquence du désir de créer un avenir meilleur pour soi. Et ça, on pourrait dire, oui, mais c'est extrait de son contexte, etc. Non, mais c'est tout le raisonnement de ces gens-là, c'est d'arriver à fusionner certains aspects du capitalisme, certains aspects du collectivisme, et de créer une société finalement totalitaire, régie par un gouvernement mondial, qui sera lui-même l'exécutant des volontés de cette hyperclasse économique, qui à ce moment-là aura même détruit l'économie de marché, se sera placé à un niveau, parce que pour ces gens-là, nous sommes dans le capitalisme, nous devons travailler pour vivre. Ces gens-là, pour eux, l'argent, c'est de l'énergie. En fait, c'est un moyen d'avoir de l'énergie sur les autres humains et d'avoir de la puissance. Et je conclurai peut-être là-dessus. C'est un auteur traditionnaliste disait à une époque, autrefois on était riche parce que puissant,
Aujourd'hui, on est puissant parce que riche. Voilà, ça montre bien, dans le monde traditionnel, la richesse découle d'autre chose, découle de ce que l'on sait produire. Dans le monde anti-traditionnel qu'ils sont en train de construire, dans le monde de la subversion généralisée, eh bien, c'est l'inverse. C'est le monde de la dette, c'est de l'esclavage par la dette, et donc c'est sur tout ce qui est créé et parasité par ces gens-là, et ils iront jusqu'au bout. Voilà. Je laisse la parole. Merci Pierre-Antoine. Je vais rebondir pour représenter des petits éléments qui se sont passés, raccrochés à ce qui s'est passé à l'histoire Covid. Et notamment la première partie que j'ai appelée l'abandon de ceux en trop, qui pourrait être l'abandon des inutiles, tout simplement. Cette histoire de Covid ne tient pas la route d'un point de vue statistique, et on va passer juste quelques petites minutes pour vous présenter quelques résultats qu'on a statistiques. Et où on a bien eu des morts pendant cette crise Covid, notamment en France, morts qui n'ont rigoureusement rien à voir avec un virus qui s'est arrivé, mais les morts que nous avons en trop ont été mis sur le dos du Covid. Sur ce premier graphique ici, on voit les morts qu'il y a en France à gauche et en Allemagne à droite, toutes les semaines. Donc en France, voilà, il décède entre 10 et 15 000 personnes toutes les semaines. En Allemagne, c'est plutôt autour de 20 000, ils sont quand même plus nombreux. Bon. Et on voit quoi ? Alors là, on voit un phénomène que l'on voit dans tous les pays d'Europe, hein, c'est-à-dire que l'hiver, au gré, quand le froid arrive, il y a des décès supplémentaires. Hein. Il y a des vagues de décès. Il y a moins de décès l'été quand il fait doux et plus de décès l'hiver quand il fait froid. Et on voit très clairement, j'ai mis en jaune là les périodes où on a eu du confinement en France. J'ai mis aussi deux couleurs. Il y a le bleu foncé qui sont les morts hors Covid. Donc avant 2020, le Covid, c'était pas compté, ça n'existe pas. Et en bleu clair, ce sont les morts qui sont estampillés Covid. Donc là, on voit des premiers résultats intéressants qui sont suffisants pour montrer que le Covid est une escroquerie, hein, d'un point de vue statistique. Première chose, quand on confine en France au premier confinement en mars-avril 2020, on voit quoi ? On a bien un pic de décès pendant le confinement. Mais ce pic pour décès, il est dû pour moitié à des gens qui n'ont jamais été comptés Covid à aucun moment. Hein. Donc là, on confine. Quand on confine, on dit il y a des gens qui sont morts du Covid en bleu clair. Mais la moitié du pic, c'est des gens qui ne sont pas Covid du tout. Hein. Pourtant, vous n'avez pas vu le moindre article pour expliquer que le confinement, ça a tué des gens. Alors que quand même, hein, ça fait exploser les morts, pas Covid. Déjà, ça se voit. Du coup, on devrait se poser la question, c'est quoi tous ces morts ? On n'en avait pas parlé. C'est pourtant un problème pour défendre le confinement, le fait de voir des morts pas Covid. Vous avez un autre problème l'hiver suivant. L'hiver suivant, tous les morts de l'hiver qu'on voit d'habitude, ils sont tous comptés en Covid. Oh, ça c'est marrant ça. On a du Covid et toutes les maladies hivernales habituelles, elles n'existent plus. Voilà. On meurt plus que du Covid l'hiver. Ça c'est suffisant aussi pour dire que le Covid c'est une escroquerie. Hein. Ça guérit toutes les autres maladies. Ça guérit tellement les autres maladies que même quand on arrive autour du 1er janvier, on a même un creux de mortalité en dehors du Covid. Hein. C'est très fort ce que ça guérit. Donc voilà, ça suffit pour dire que c'est des bêtises et que ça marche pas. Bon, il y a un autre exemple. Si vous regardez ce qui se passe en Allemagne en même temps, voilà, on a quand même un virus mortel qui se déplace de personne en personne et qui va tuer des gens. Hein, et du coup, en France, on confine pour sauver les gens, pour éviter qu'ils aillent contaminer d'autres personnes. Et on a notre pays voisin, qui est l'Allemagne, qui confine pas. Et qui dit juste, oui, prenez vos précautions, s'il y a un virus qui circule, soyez prudents, sortez pas trop. Ils confinent pas, donc là, on a un pays qui confine et il y a plein de morts, et on a un pays qui confine pas et il n'y a pas de morts du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace visible qui s'est passé un truc particulier. Vous voyez que les morts d'habitude, là, on dépasse rien du tout en Allemagne pendant cette période-là. Ce qui nous donne un résultat scientifique extrêmement solide, à savoir qu'on a un virus qui apprécie particulièrement la baguette et le vin rouge et qui n'aime pas beaucoup la bière et la choucroute. Voilà. Donc, ça s'appelle une anomalie géographique. Hein. Ça encore, c'est un argument bidon qui montre que c'est bidon ce qu'on est en train de faire, en train de compter. Puis c'est pareil en Allemagne, hein, voilà, bizarrement, un hiver qui se passe très bien derrière où on va tout compter en Covid. Bon. En fait, si on regarde tous les pays d'Europe, je vous ai mis en rouge ceux sur lesquels on voit une trace en mars-avril 2020. Et ceux en vert, c'est les pays d'Europe où il y a zéro trace de hausse de mortalité en mars-avril 2020. On n'est pas du tout significatif. Donc quand on vous dit, oui, mars-avril 2020, il y a une hécatombe planétaire, non, en Europe, c'est 9 pays sur 35
qui ont une trace statistique. Et bizarrement, ce sont 9 pays qui mettent en place des mesures extrêmement fortes, notamment auprès des personnes âgées. Et la Suède, là j'ai un désaccord profond avec beaucoup d'analystes qui disent que la Suède est le bon élève du Covid. La Suède est un extrêmement mauvais élève du Covid. Ils ont une vraie hécatombe sur les personnes âgées qu'ils ont enfermées et qu'ils ont laissé mourir, voire qu'ils ont aidé. Donc la Suède est un mauvais élève de gestion, et pas du tout un bon. Le bon élève, c'est la Norvège, où il se passe rigoureusement rien. Norvège, là, ou Finlande. Du coup, c'est un virus qui est intéressant parce qu'en fait, il visite des pays, ceux qui préfèrent, au gré des frontières. Voilà, les pays voisins, il les visite pas. Enfin, voilà, il se balade, mais que aux endroits où il veut. Et même au niveau des départements, ça c'est intéressant. Ça, c'est les morts qu'on a dans les départements français. C'est ce qu'on appelle un Z-score. Ça calcule la surmortalité qu'on a de morts. Et vous voyez tous les départements d'Île-de-France, là. Pendant le premier confinement, on a bien un pic de décès, un pouf, qui est très visible dans tous les départements d'Île-de-France. Et là, vous avez en Nouvelle-Aquitaine, rien. Donc là, on a un virus qui était occupé à prendre des photos à la Tour Eiffel, tout ça, et qui n'a pas eu le temps d'aller à la plage. Même mars-avril, on comprend. Enfin voilà. Si je vous fais la carte de France des départements où il s'est passé quelque chose, là voilà. Voici les seuls départements où on a des morts en mars-avril 2020. Donc on a Île-de-France, on a le département du Nord, on a autour de l'Alsace-Lorraine, là-bas, et puis on a autour de Lyon, là, le Rhône. C'est tout. Donc on a 13 départements sur 100 seulement qui ont une trace statistique. Donc c'est sympa, hein, un virus qui s'arrête aux frontières des pays et aussi des départements. Il a ses préférences. Voilà. Donc il est temps d'arrêter de croire qu'on a un virus qui a circulé comme ça, ou même de croire que la courbe française que l'on voit là, ça, c'est pas une courbe française. Ce qu'on voit là, ce sont juste 13 départements qui font ça. Tous les autres, ils sont en mortalité parfaitement normale. Voilà. On voit assez peu d'instituts qui vous le disent, que ça, c'est pas une courbe française. Enfin, que c'est pas dû à ce qui se passe en France, c'est dû à 13 départements. Du coup, il serait quand même temps de changer un peu de raisonnement et d'arrêter d'accuser les virus et de se poser des questions sur ce qui s'est passé. Ça, c'est le nombre de décès à domicile qu'il y a tous les jours en France. En France, il décède à peu près 450 personnes à domicile tous les jours. Le confinement s'est passé ici. Pendant cette période de confinement, vous voyez qu'il y a eu un pic de 5200 personnes. Ce sont des gens qui n'ont jamais été catalogués Covid d'aucune sorte. Il y avait 2 manières d'être catalogués Covid. La première, c'était d'aller à l'hôpital. Ou la deuxième, c'est d'être catalogué Covid en EHPAD. Mais si les gens sont décédés à domicile, ça veut dire qu'ils n'ont jamais vu aucun médecin, parce que s'ils avaient vu un médecin pour être catalogué Covid, ils seraient allés mourir à l'hôpital. Donc ça, ce sont des décès de personnes qu'on a retrouvées à domicile a posteriori et qui sont des gens en trop. Et ça fait quand même 5000 personnes en trop qui meurent à domicile. Et il se trouve que le 17 mai 2020, juste après le confinement, il y a Santé publique France qui publie cette analyse et qui dit, alors c'est marrant, on a dit pendant le confinement aux Français de rester chez eux et de ne pas aller à l'hôpital, et puis ces cons-là, ils l'ont fait. Et c'est-à-dire qu'ils sont tellement pas allés à l'hôpital qu'aux urgences, il n'y avait personne. Et notamment aux urgences cardiaques et aux urgences AVC. Et c'est écrit ici, aux urgences cardiaques, cardiopathie ischémique et AVC, il manquait 300 personnes toutes les semaines sur chaque pathologie. Ça veut dire qu'il y a 600 personnes toutes les semaines qui ne se sont pas pointées aux urgences cardiaques ni aux urgences AVC par rapport à ce qu'on a d'habitude. Donc le Covid, c'est génial, ça guérit les AVC, les crises cardiaques, tout ça aussi, c'est bien. Mais en fait, non. Si ces gens-là sont restés à domicile, ils sont morts. S'ils étaient allés à l'hôpital, peut-être qu'ils auraient survécu, peut-être qu'ils seraient morts, mais dans ce cas-là, ils seraient morts à l'hôpital et pas à domicile. 600 personnes minimum en trop fois 8 semaines, ça fait 4800, c'est-à-dire en gros 5000 personnes. C'est-à-dire que ce pic-là, ce sont les AVC, les crises cardiaques de d'habitude, qui sont restés à domicile et qui n'ont pas été à l'hôpital. Point. Vous n'avez aucune place pour accuser aucun virus de faire le moindre truc, par le virus de la peur et de la connerie.
Deuxième endroit où on décède. On peut décéder aussi en EHPAD, établissement médicalisé pour personnes âgées. Donc là, en EHPAD, on pouvait être catalogué, et il meurt à peu près 250 personnes tous les jours en EHPAD en France. On pouvait être catalogué pas Covid en bleu, donc avant ça n'existait pas, ou être catalogué Covid en orange. Donc c'est intéressant, on a eu le droit de cataloguer les vieux en Covid à partir de mi-mars 2020, et là vous voyez, pouf, dès qu'on a le droit de cataloguer les vieux en Covid, ils meurent tous du Covid. Hein. Voilà. On ne peut plus mourir de crise cardiaque, ça n'existe plus. On ne meurt que du Covid. Toutes les autres causes s'effondrent. Voilà. Vous avez un mort en EHPAD, c'est du Covid. Pendant toute cette période-là. Ça, c'est un graphique suffisant pour dire que le Covid-19, c'est une escroquerie. Hein. Si toutes les autres morts disparaissent, c'est pas qu'on a des morts en plus. Bon. Ça fait quand même trop de morts. Là, pendant le confinement, il y a 5000 personnes en EHPAD qui sont mortes en trop par rapport à d'habitude. On peut se poser la question de ce qui s'est passé. C'était quoi la doctrine de l'époque? C'était de dire, oh là, attention, il y a un méchant virus qui circule, un virus mortel, en plus des fois asymptomatique, donc il est fourbe. Hein. Vous n'avez pas de symptômes, mais vous allez quand même mourir. Et pendant cette période-là, surtout, il n'y aura plus de place pour les vieux hein, à l'hôpital. Ah non, 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 ça va tellement saturer nos hôpitaux qu'on ne peut pas les accueillir à l'hôpital. Et il n'y a pas de traitement. La seule chose qu'on peut faire, c'est accompagner nos vieux vers le décès avec un médicament dit palliatif. Et en l'occurrence, le palliatif utilisé normalement, c'est le midazolam. Et il se trouve que tous les pays anglo-saxons, Angleterre, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, conseillés probablement par les mêmes personnes, ont acheté tout le stock mondial de midazolam. Ce qui fait que, arrivé en mars, là, fin mars, on est en pénurie mondiale de midazolam parce qu'ils ont tout raflé et qu'il n'y en a plus pour nous. Ils ont même détourné un stock français qui devait arriver par bateau qu'ils ont fait venir au Royaume-Uni pour l'utiliser. Et donc là, on sort un décret, le fameux décret Rivotril, qui va permettre d'utiliser hors AMM, cette molécule normalement qui sert pour des personnes qui sont atteintes d'épilepsie, pour les utiliser et en utilisation Covid-19 pour des questions palliatives. Et alors, le midazolam, à l'époque, il est distribué que par les hôpitaux, ce qui fait qu'il n'y a aucune statistique publique sur le midazolam, secret industriel. Ils nous ont dit, le Parlement français, vous n'avez pas le droit d'avoir les statistiques, mais le Rivotril, lui, il est distribué par les pharmacies. Et ça, c'est public. Vous allez sur un site qui s'appelle le site de l'assurance maladie, là, pour avoir les statistiques, vous téléchargez, vous voyez le nombre de boîtes de midazolam vendues, de Rivotril vendues, que voici. C'est-à-dire qu'on vend 500 boîtes en France par mois de Rivotril, et pile après la publication du décret, là, à partir de mars, pouf, 1000 boîtes de vendues, puis 2000 boîtes de vendues hein, de Rivotril, et puis après, on n'est même jamais redescendu. Hein. Et donc à une période où, quand même, ça correspond pas mal au pic. Hein. C'est-à-dire qu'on peut même compter le nombre de boîtes qui ont été vendues en trop, qui pourraient correspondre à des bénéficiaires de Rivotril, et ça fait 5000. C'est-à-dire que toute la surmortalité qu'on a là des vieux en EHPAD pendant cette histoire de Covid s'explique à 100% par le fait qu'on a piqué des personnes âgées au Rivotril. Point. Il n'y a pas le moindre nouveau virus, il y a un changement de la gestion de flux des personnes âgées dans les EHPAD, où dès qu'il y en a un qui tousse, piqûre, et c'est terminé. Et c'est intéressant parce que vous avez même regardé première vague et deuxième vague. La deuxième vague Covid aussi, il y a eu aussi un autre décret, voilà, qui correspond exactement. C'est parfait, hein. On voit rarement des statistiques aussi parfaites entre les deux. Alors la perfection statistique, elle s'explique parce que si à l'époque vous avez envie de piquer un vieux pour l'accompagner vers le décès, vous devez utiliser le Rivotril parce qu'il n'y a plus de midazolam. S'il n'y a plus de midazolam, vous devez utiliser le Rivotril, mais le Rivotril, c'est autorisé uniquement hors AMM que dans un cas de Covid. Donc si vous voulez piquer la personne au Rivotril, vous êtes obligé de la déclarer Covid. C'est pour ça que les statistiques sont parfaites entre les deux. Ils ont tous été déclarés Covid, ceux piqués au Rivotril. Voilà. Rivotril, c'est un médicament antiépileptique, c'est un abrutissant, où si on en met une bonne dose à une personne âgée qui est, disons, fatiguée avec un corps fragile ou en train de tousser, globalement, elle va arrêter de respirer. D'ailleurs, il y a un témoignage quand il y a eu l'enquête parlementaire de la gestion du Covid, où le rapporteur, c'est Eric Ciotti,
qui pose des questions. Il y a un syndicaliste de la PHP qui s'appelle Olivier Winou, et donc c'est-à-dire qu'il s'exprime sous serment, et donc dans les minutes des enregistrements, on peut lire, hein, il y a des verbatim, il explique que pendant cette période-là, la PHP, donc les hôpitaux de Paris, ont mis en place ce qu'ils ont appelé des groupes d'intervention rapide. C'est-à-dire que vous avez imaginé qu'il y a une soignante qui est débordée toute seule la nuit dans son EHPAD. Elle a une personne âgée qui tousse, qui a de la fièvre, en plus elle est terrorisée parce qu'elle pense qu'elle a le Covid et qu'elle veut le transmettre. Elle appelle la PHP, sur un simple coup de fil, il y a 2 gars qui prennent en voiture, pimpon, clac, qui arrivent, qui font un double piqûre, sac plastique, terminé. Quand je dis sac plastique, j'exagère pas, puisque sur cette période-là, toutes les toilettes mortuaires sont interdites. Donc tout cadavre trouvé d'une personne quelle qu'elle soit, on déclare Covid, on met dans le sac, et puis ça dégage. Ça, c'est tout ça, hein. Donc d'ailleurs, normalement le palliatif, c'est une décision collégiale et interdisciplinaire où il y a un groupe de médecins qui voit le patient, qui décide qu'il n'est plus sauvable et qu'on ne peut pas améliorer son état, et qui propose ensuite, soit au patient, soit à la famille, de l'accompagner avec du palliatif. Du coup, quand on a 2 gus qui arrivent et qui piquent sur un simple coup de fil, c'est pas du palliatif. C'est un autre terme qu'il faut utiliser, mais c'est pas ça, hein. Voilà, donc là, pareil, en EHPAD, on n'a pas la moindre trace d'aucun nouveau virus, hein. On a une nouvelle façon de gérer les inutiles, hein, voilà, les inutiles dans les EHPAD, on va les gérer comme ça. Je vous montre aussi stats anglaises, hein. Ça, c'est la surmortalité des plus de 90 ans en Angleterre, et ça, c'est les midazolam distribués, sur la même période, là, pendant le confinement anglais. C'est pareil, ça s'enfile comme une chaussette, les 2 statistiques, là, hop, première vague, deuxième vague, vous avez tout. Il y a 0 virus, hein. Il y a 0 trace d'un virus dans la mortalité. Il y a des traces, juste des médicaments qu'on est en train de faire. Dernier endroit où on décède, à l'hôpital. Donc l'hôpital en France, c'est le premier lieu de décès. Il y a à peu près 1000 personnes qui décèdent à l'hôpital tous les jours. L'hôpital, c'est pas un lieu de villégiature, hein. Quand vous allez à l'hôpital, c'est pas pour passer des vacances, c'est plutôt que vous n'êtes pas en très bonne santé. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait des morts à l'hôpital. Et puis souvent, les personnes âgées terminent leur vie à l'hôpital. Donc bon... C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, 1000 par jour à peu près. Et vous voyez, ça c'est hors Covid. Vous voyez que quand arrive, pareil, là, mars 2020, on va commencer à déclarer du Covid dans les hôpitaux et donc tous les autres types de mortalité s'effondrent. Voilà, donc ce qui montre bien, voilà, il n'y a plus d'autres morts, on meurt du Covid, point barre, à l'hôpital. Donc ça montre une fois encore que c'est une escroquerie. Mais quand même, si on additionne les deux, ça fait qu'il y a des morts en trop et c'est 7000. Sur les 8 semaines, il y a 7000 morts en trop, il y a un pic de 7000 morts. On va se poser la question, de quoi sont morts ces gens-là ? Avant de penser au virus, on va voir les autres causes de mortalité. Et alors ça, on a un rapport de Cochemez et Fontanet, 2 membres du conseil scientifique français, hein, oulala, les conseillers du gouvernement, donc c'est pas des complotistes, eux, ils savent forcément faire des bons calculs, qui ont produit une étude pour dire que le confinement ça marchait, que ça a sauvé plein de vies. Bon, évidemment, leurs équations sont fausses, ils ont grugé sur les graphiques, mais... Ça, c'est Vincent Pavant qui les attaque. Mais il nous donne quand même des données. Enfin, je ne vais pas dire ses andouilles, mais bon, bref. Il nous donne, si on va fouiller dans les annexes, on a les données pour comprendre ce qui s'est passé. Et sur ce graphique-là, ça, c'est pendant le premier confinement, le nombre de personnes qui sont allées à l'hôpital et qui sont décédées en fonction du délai entre leur arrivée et le décès. Et donc, vous voyez, on a un énorme pic ici. 17% des gens concernés sont morts jour 1. C'est-à-dire qu'on vous raconte que le Covid, voilà, c'est un virus qui donne de la toux et qui tue les gens en 4 semaines. Mais le gros des troupes, des gens qui meurent du Covid à l'hôpital, ils meurent jour 1. Jour 1 d'un truc qui tue en 4 semaines. Enfin, ça va pas. C'est tellement fort qu'après, ils essayent de modéliser cette mortalité et ils n'arrivent pas, donc ils font 2 courbes. Et la première courbe, ils disent, alors ça, c'est le Covid fulgurant. Non mais, c'est bien ce qu'ils écrivent, hein. Le Covid fulgurant qui tue jour 1, voilà, c'est pas de bol. Et le Covid lent, c'est le reste, qui tue plutôt jour 2-3. Bon, juste si on réfléchit 2 minutes. Les règles, c'était quoi ? Vous avez le Covid, c'est-à-dire vous toussez, vous êtes malade, etc. Surtout, n'allez pas à l'hôpital, ne voyez pas de médecin, surtout si vous êtes une personne âgée. Restez à domicile, voilà. Dodo, Doliprane. Et... si la situation s'aggrave et que vous ne pouvez plus respirer, là, vous pouvez appeler le 15. Voilà. Donc, on imagine des personnes de 85 ans qui ont une bonne toux carabinée depuis 4 semaines, voilà, qui ne peuvent plus respirer, elles arrivent à l'hôpital. C'est peut-être un peu tard, tout simplement. C'est peut-être un peu tard. Et puis, que fait l'hôpital ?
C'est-à-dire qu'eux aussi, ils appliquent le Rivotril, sauf qu'on n'a pas de statistiques. Donc j'ai combien de personnes âgées qui, jour 1, ils voient l'état de la personne âgée, ils font « bon, non, ça c'est pas possible ». Clac. Rivotril. Deuxième explication, comment, à l'époque on disait « oui, mais il n'y a pas de traitement pour le Covid, c'est un nouveau virus, on ne connaît pas cette maladie, machin, machin ». Comment est-ce qu'on va sauver les gens de manière géniale? Eh bien, on fait une intubation avec coma artificiel. Donc ça, c'est ce qu'a expliqué Louis Fouché dès le début. Il n'y a rien de tel pour éclater les poumons. Vous prenez une personne âgée qui tousse. Enfin, déjà, vous prenez n'importe qui dans cette salle. Si on passe tous au respirateur artificiel, à la fin de la semaine, il y a la moitié de la salle qui est morte, à peu près. C'est tellement iatrogène comme principe là que ça tue les gens. Alors en plus, si vous le faites sur une personne âgée, qu'en plus vous mettez sur le ventre avec un masque ou des conneries comme ça, enfin bref, ça suffit à expliquer cette mortalité. Et ça suffit pour expliquer pourquoi les gens meurent jour 1. Donc l'abandon des gens, plus le mauvais traitement avec le respirateur, plus le Rivotril, ça vous explique pourquoi vous avez des gens qui meurent jour 1, 2, 3 pour une prétendue maladie qui dure en 4 semaines. C'est pas normal de mourir jour 1, 2, 3 à l'hôpital. Ça va pas. Et si juste vous prenez les morts jour 1, 2, 3, ça fait 6000 morts déjà. Donc vos 7000, ils sont là. Je vais pas jusqu'à jour 4, sinon je dépasse les 7000. Donc les prétendus morts du Covid de cette bosse-là, c'est des morts fulgurantes. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de raconter. Et donc, ça ne peut pas être l'idée du virus. C'est des effets iatrogènes, c'est des décisions médicales, des effets iatrogènes, de la respirateur artificiel, des médicaments, du Rivotril, c'est tout. Il n'y a aucune place pour aucun nouveau virus pour expliquer ça. Au passage, je rappelle qu'à cette période-là, en France, les hôpitaux sont à moitié vides. Voilà. Donc il ne se passe rien de dramatique. Donc en France, sur ces histoires de Covid, il n'y a pas de trace d'aucun nouveau virus pour expliquer la mortalité. Il y a la gestion du stock des inutiles. Point. On arrête de soigner les gens, les fragiles, les personnes âgées, et là on a des morts. C'est tout. Je vais prendre un autre exemple. Ça, je fais juste un tout petit aparté. Je fais une conférence mercredi 23 au Château d'Aubonne avec Jérémy Mercier, où on va parler beaucoup plus en détail sur un thème qui s'appelle « Pouvez-vous tuer votre grand-mère en lui rendant visite ?» Voilà. Donc juste, je vous pose un élément. Oui, moi j'ai appris en faisant de la démographie, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en Europe, enfin pas qu'en Europe, mais sous nos climats en tout cas, il y a plus de morts l'hiver. Donc ça, c'est les morts de 3 pays, Portugal, Suède et France, standardisés mais passons, toutes les semaines. Et vous voyez que tous les hivers, il y a une hausse de décès. Et cette hausse de décès ne concerne que les personnes âgées, quasiment que les personnes âgées. Il y a aussi des décès l'été quand il y a une canicule. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de canicules au Portugal qu'en Suède, ça nous rassure. Hein. Bon, même si le climat se dérègle, on n'est pas jusque-là. Bon, et quand il y a une canicule et qu'il y a des morts de personnes âgées pendant une canicule, on n'accuse pas les virus. Pas encore. Mais vous voyez que, voilà, à chaque fois qu'il fait froid, en tout cas, il y a des morts. Et quand j'ai fait mes premiers cours de démographie, on m'a expliqué, oui, mais ces morts de l'hiver, on sait exactement pourquoi ils meurent. Ah bon? Oui, c'est la grippe. La grippe est un virus qui se transmet de personne à personne et qui fait que les gens qui toussent vont contaminer les autres et puis vont mourir. On sait même tellement bien ça que pour calculer les morts de la grippe, chaque année, on n'utilise pas les déclarations faites sur les certificats de décès, sinon on n'en compterait que quelques centaines, et en plus pour ce que ça vaut. On fait quoi? On regarde sur Santé publique France, sur le réseau Sentinelle, la date de début de déclaration d'épidémie. Donc mettons ici la date de fin, et on va décider que tous les morts de la grippe, c'est le triangle. C'est-à-dire que les triangles de morts qu'on voit là, l'hiver, sont dus à la grippe. Et que c'est pour ça qu'il faut vacciner les gens. Pour les protéger. Et depuis qu'on les vaccine, il n'y a plus de morts de la... Ah non, c'est pas grave. On va faire un raisonnement simple. On va imaginer ce qui se passe dans le cas où on a une maladie transmissible. D'accord? Donc on imagine le cas, j'ai une maladie, et c'est comment est-ce qu'elle se répand dans la population? Par transmission interhumaine. Donc on se retrouve avec un premier territoire qui va avoir un malade. Lui, on l'appelle le patient zéro en épidémiologie. Lui, c'est le gars qui n'a pas de bol, il a dû se faire mordre par une chauve-souris qui a bouffé un pangolin, ou l'inverse. Ça arrive, enfin, ça c'est scientifique. Donc, et lui, il va contaminer son voisinage. Donc il va avoir d'abord 2 malades, puis ensuite on va passer de 2 à 4, puis de 4 à 8, etc. Chaque jour, on va augmenter le nombre de malades, jusqu'à ce que tout le monde soit malade. C'est ce qu'on appelle le principe d'une croissance exponentielle, qui est la croissance la plus rapide
vers l'infini, mais qui au début est la croissance la plus lente. Parce que passer de 1 à 2 puis de 2 à 4 dans une population de 67 millions de personnes, ça fait pas beaucoup. Et donc c'est fait qu'il faut un certain temps avant qu'il y ait du monde qui soit malade. Ça va très lentement au début. Et les malades, d'abord on est malade, et puis parmi la population, on a qui sont plus fragiles qui vont décéder. Ce qui fait que la courbe de décès, un peu décalée par rapport à la courbe de la maladie, va faire une courbe en cloche. Le nombre de décès chaque jour va augmenter jusqu'à ce qu'en fait quasiment tout le monde soit malade. Et une fois que tout le monde a été malade, le nombre de décès va diminuer et puis il n'y aura plus de décès, avec le principe de l'immunité. Bon, au bout d'un certain temps, quand il y a assez de malades, il va y avoir une de ces personnes malades qui va faire un déplacement lointain pour aller dans un nouveau territoire qui n'est pas connu, enfin, là où la maladie n'a pas encore été. Et il faut un certain temps, parce que les humains rencontrent des humains de proche en proche de manière régulière tous les jours, mais c'est pas tant que ça le nombre de personnes qui font un vrai déplacement lointain. Dans une population, c'est quand même assez rare. Donc il faut assez de monde qui soit malade pour que l'un puisse faire un déplacement lointain. Par exemple, et donc ce qui fait que c'est qu'au bout d'un certain temps qu'on va avoir un malade sur le territoire 2. Dans le livre, on détaille avec mon copain Eusèbe Riochet, si on se fie sur le nombre de déplacements qu'il y a entre la France et la Suède, si jamais il y a un malade en France ou en Suède, le temps qu'il faut pour qu'il y ait suffisamment, vu le nombre de déplacements qu'il y a, le temps qu'il y en ait un pour imaginer qu'il y ait un malade qui puisse se déplacer d'un pays à l'autre pour aller contaminer l'autre, il y a moins d'une chance sur 1000 pour qu'il y ait 3 semaines d'écart entre les deux. Moins d'une chance sur 1000 pour que, au bout de 3 semaines, il y ait un Français qui aille en Suède ou qu'il y ait un Suédois qui aille en France. Le décalage sera de au moins 3 semaines et on n'a qu'une chance sur 1000, sinon c'est plus. Bref, donc on a un deuxième territoire, on a un premier malade, puis un deuxième malade, et puis ça va augmenter, etc., jusqu'à ce que tout le monde soit malade aussi. Et donc sur ce territoire 2, encore une fois, les décès sont en décalage. Ça fait que dans le cas d'une maladie qui se propage par contamination interhumaine, la courbe des décès de mon deuxième territoire est nécessairement bien décalée par rapport à mon premier territoire. C'est mécanique. Vous ne pouvez pas envisager de contamination interhumaine sans être capable de me trouver des territoires avec des courbes de mort parfaitement décalées de manière visible. Je vous remontre nos fameux morts de l'hiver de nos 3 pays, France, Suède et Portugal. Voilà. Les courbes sont parfaitement synchrones. Donc les morts de l'hiver, nécessairement, n'ont rien à voir avec de la contamination interhumaine. Point. Et ça suffit à démolir ça. C'est un argument qui a servi aussi à démolir le mythe de la contagion pendant la grippe espagnole, pendant l'épidémie, prétendue épidémie de sida, etc. Cet argument, on ne peut pas le contrer. On n'a pas le droit de l'ignorer et de le contrer. Donc ça ne marche pas. Et c'est connu depuis plus d'un siècle comme argument. C'est bien, j'ai l'impression de réinventer la poudre en faisant mon bouquin. Enfin bon. Je découvre après que tout ce que je raconte est dit depuis au moins un siècle. Bon. On a l'impression d'inventer quelque chose. Bon, il se trouve que dans mon périple, j'ai rencontré Jacques Collin de Verdière, qui est ingénieur dans la chaîne du froid, et qui a remarqué pendant tout son parcours d'ingénieur que dans les usines du froid, il y a des malades de la grippe, de ce qui est appelé grippe, en plein mois de juillet, plein mois d'août, et il n'y a pas de cluster. Hein. Vous n'avez pas un cluster de malades de la grippe autour des usines Charal qui va se répandre en France ou ailleurs. Donc non, mais voilà, il s'est posé la question si ce n'était pas la qualité de l'air qui influait. Et il se trouve qu'en 2021, Météo France a relâché toutes ces données de température et qu'elles sont publiques maintenant. Donc on peut les télécharger. C'est tout nouveau. Hein. Avant, il fallait payer, c'était hyper long. Et du coup, j'ai juste pris les données de température françaises. Je fais une moyenne par jour, une moyenne par pays. Donc là, et j'ai comparé par rapport au taux de mortalité des personnes âgées. En bleu, c'est le taux de mortalité tous les jours des personnes âgées de plus de 90 ans en France. L'hiver, elles meurent plus, l'été moins, etc. Et en rouge, c'est juste la température moyenne qui fait dehors en France. Je l'ai inversé. Il fait plus froid en haut et plus chaud en bas. Et vous voyez que les deux courbes sont parfaitement superposées. On peut calculer un Rhodes-Perman qui est un indicateur de correspondance et les courbes correspondent à 90%. Je n'ai jamais vu ça de ma vie en tant que statisticien. Deux courbes corrélées à 90%, c'est les mêmes.
Point. Ça veut dire que je suis capable de prévoir le nombre de morts qu'il y aura demain chez les personnes âgées, juste si je connais la température qu'il fait, à quelque chose près. Ce qui veut dire qu'on a une explication absolument parfaite sur le fait que ce qu'on appelle les morts de l'hiver et donc le pic n'a rien à voir avec un principe de contamination, mais a quelque chose à voir avec les changements environnementaux. La température en est un, la température est corrélée à l'humidité, à l'ensoleillement, à la pluie, à ce que vous voulez. Donc je ne peux pas dire que c'est la température qui tue, mais il y a la cause qu'on doit privilégier sur le fait que les gens sont malades l'hiver et que les plus fragiles meurent, c'est le changement environnemental. Point. Voilà. Bon, je m'arrête là. Mercredi, j'en dirai beaucoup plus à ce sujet. Ça, c'est l'abandon de Sorrentreau pendant la crise, où on a dit que c'était le virus qui tuait les gens, et on n'a pas de trace d'aucun nouveau virus qui tue les gens. On a la trace de ce qu'on est en train de faire et d'abandonner les inutiles, qui est bien le projet. Et on a une deuxième trace de mortalité dont on n'a pas le droit de parler, qui sont ce qu'on appelle les effets indésirables. Ça, c'est un comptage des effets indésirables qu'on avait l'été dernier. Ça a dû évoluer un petit peu, mais pas tant que ça, parce que les gens, la plupart, ont arrêté d'aller se faire vacciner à la 3e ou 4e dose, même si j'ai rencontré une fois quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fait ses 5 doses, plus il avait eu 7 fois le Covid. 7 doses? Ah ben c'est plus que moi. Mais du coup, 5 doses plus 7 fois le Covid, je lui ai dit, là, tu dois vraiment être très protégé. Voilà. Donc vous voyez, de déclarer, quand même, on a myocardite, 25 000 déclarations de myocardite post-vaccinale, que pour Covid-19, hein, vaccination Covid-19, et que en Europe. Péricardite, 23 000, embolie pulmonaire, 22 000, c'est pas mal, 49 000 thromboses. Problème d'aménorrhée, donc de règles, 25 000 chez les femmes. On a... Pardon ? Europe. Et décès, 36 000 décès de remontée en pharmacovigilance. Donc évidemment, les pouvoirs publics disent oui, mais ça c'est du déclaratif. Aucune de ces personnes n'a prouvé que c'était le vaccin. Puisque scientifiquement, on ne peut pas prouver que c'est le vaccin. Une fois, même si vous êtes en parfaite santé, on vous pique, le lendemain vous mourrez. Non, mais on ne sait pas. En revanche, donc ça c'est répété à l'envi par les pouvoirs publics et par l'industrie pharmaceutique, mais l'industrie pharmaceutique dit une deuxième chose. Ils disent qu'ils savent très bien que personne ne fait sa déclaration d'effets indésirables, et donc ils estiment, eux, que la réalité des effets indésirables, c'est se déclarer x 10. Et ça, ils l'écrivent. C'est-à-dire que selon même des experts de pharmacovigilance qui ne sont pas payés par l'industrie pharmaceutique, ils disent que ce n'est pas x10, il faut faire plutôt x20 ou x100. Mais juste, si on prend le x10, ça fait quand même que l'industrie reconnaît implicitement avoir tué 360 000 personnes en Europe avec la vaccination. Donc c'est ça ce qu'ils reconnaissent de manière implicite. Mais ça, remarquez, par rapport à tout un tas d'autres médicaments, c'est assez faible. Ils font beaucoup mieux avec d'autres choses. Donc moi j'ai fait quoi pour me rendre compte? Je me suis amusé à faire pour tous les pays d'Europe. J'ai regardé le nombre de décès qu'il y avait toutes les semaines et j'ai créé un modèle pour voir s'il y avait de la surmortalité ou pas. Ça, ce sont les décès toutes les semaines au Portugal chez les 15-24 ans depuis 2019. En rouge, c'est quand il y a une surmortalité envers une sous-mortalité. Quand il ne se passe rien, ça va osciller, rouge-vert, 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 rouge-vert. Et de manière parfaitement innocente, j'ai pris le nombre de vaccins reçus par cette même population que j'ai mis en dessous au même endroit. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, pile pendant qu'on vaccine les jeunes au Portugal, il y a pile un pic de mortalité, dis donc. Oh, ça, c'est pas de chance. Le hasard, des fois, il est coquin. Et si je fais la même chose pour tous les pays d'Europe, toutes les tranches d'âge, ça marche du tonnerre. Les Hongrois ont fait très fort, où ils ont une surmortalité vraiment exceptionnelle, première, deuxième dose, et troisième dose chez les 25-49 ans. Je change de pays de tranche d'âge. Ici, Grèce, 50-59 ans, ça marche très bien aussi. Je change, je vous mets... Ça, c'est l'Autriche. Alors, les Autrichiens, ils ont fait très fort parce qu'ils me font vraiment le pic hyper bien découpé. Première dose, deuxième dose, troisième dose. Les Autrichiens, ils ont quelque chose avec... il reste un truc, quoi. Ils sont obéissants jusqu'au bout. Et puis, République tchèque, peut-être le plus beau graphique, vraiment. Là, première dose, deuxième dose, troisième dose.
Et puis ça, on a quoi? Alors quand même, il y a des morts. Là, vous voyez, au début de l'hiver en 2020-2021, j'ai un pic de décès qui n'est pas expliqué par la vaccination anti-Covid. Et je l'ai sur notamment plutôt les populations âgées, à partir de 50-59 ans, ça commence un petit peu. Et plus c'est âgé, et plus je le vois, là, ce pic de décès, ce pic de décès-là. Alors, il se trouve que pendant que je téléchargeais les données du Rivotril, je me suis dit, en tant que statisticien, j'ai pas trop le droit de regarder la mortalité que des vaccins anti-Covid. Parce qu'il me faut aussi des points de comparaison. Mais alors, quelles sont les vaccinations qu'on donne tous à la même date en même temps? Parce que les vaccinations infantiles, en fait, les gamins sont vaccinés à des périodes différentes de l'année, puisque c'est en fonction du calendrier et de leur âge. Donc c'est complètement diffus, on voit rien. Alors que la vaccination antigrippale, elle, c'est bien tout le monde au même moment. Et je me suis dit, je vais pouvoir montrer que la vaccination antigrippale, on voit rien, comme ça je pourrais montrer que c'est plus fort que la vaccination anti-Covid. Ah, ça n'a pas marché. Voilà. En France et dans beaucoup de pays d'Europe, la vaccination antigrippale, c'est un succès commercial colossal en l'année 2020, parce qu'il n'y avait pas encore de vaccin anti-Covid, et on a dit aux gens, ce qui tue les gens, c'est le Covid, ils se tous vaccinés contre la grippe. Bon. Mais vraiment, ils ont vidé les stocks, hein. Les gens se sont rués sur les vaccins antigrippaux, et c'est marrant, quand ils se ruent sur les vaccinations antigrippaux, c'est pile à ce moment-là que j'ai les vieux qui décèdent. Ceux qu'on vient de vacciner des vaccins antigrippaux, c'est pile ceux qui ont une courbe de décès énorme pendant cette période-là. J'accuse pas forcément le vaccin antigrippal. Je vous rappelle le contexte. Hein. Le contexte, c'est qu'on dit, oui, tout ce qui tue le virus mortel, c'est le Covid. Du coup, quand on a le Covid et qu'on est une personne âgée, on ne survit pas, c'est soit respirateur, soit Rivotril direct. D'ailleurs, il y a un nouveau décret. Alors, à quoi on reconnaît le Covid? Eh bien, le Covid, on le reconnaît parce qu'on peut avoir de la toux, de la fièvre, de la fatigue, des nausées, de la diarrhée, le nez qui coule, la gorge qui gratte. Et puis, quand on vaccine quelqu'un contre la grippe, lisez les effets indésirables du vaccin contre la grippe. On a de la toux, on a de la fièvre, on est fatigué, on a la gorge qui gratte, on a le nez qui coule. Voilà. Donc en fait, en vaccinant tous nos vieux contre la grippe, on a donné à tous les symptômes de ce qu'on appelle Covid. Et donc on a fait « Ah, le Covid est revenu !» Voilà, Rivotril, confinement, deuxième confinement français, etc. Et donc ça suffit à expliquer ça. Si on remonte un peu dans le passé, on se rend compte que quand même, à chaque vaccination antigrippale, j'ai quand même la mortalité qui monte. Hein. Tous les hivers, ça marche. Hein. C'est moins fort, il faut dire qu'on en vaccine moins. Et là, c'est vraiment le succès commercial combiné à l'intensité de la connerie qui a fait augmenter la mortalité. Peut-être un dernier mot sur le Rivotril, mais en France, et comme partout dans le monde, il y a un vrai, il y a un vrai combat actuellement, un assaut qui est mené sur l'euthanasie. Ce que l'on a vu en France, il y a une loi qui s'appelle la loi Leonetti, où on est c'est censé être un progrès où on permet à des gens qui expriment clairement le souhait d'être euthanasiés et qui sont dans un état on va dire qu'ils ne peuvent pas être sauvés de la maladie qu'ils ont, etc., de pouvoir le réclamer. Depuis qu'il y a cette loi qui a été mise en place, on a évidemment une explosion des demandes en fait répertoriées, mais il y a une étude du Cairn où ils ont interrogé un hôpital qui a fait, je crois, 19 lois Leonetti sur une semaine, et qui écrivent que sur les 19, en fait, il y a 70% des cas où la personne n'a jamais demandé quoi que ce soit. Donc c'est l'équipe médicale qui a appliqué l'euthanasie toute seule. Et dans les autres cas, ce que l'équipe médicale dit, c'est que la personne a dit « j'ai trop mal, j'en ai marre de souffrir, je veux dormir », ce qui a été interprété comme une demande d'euthanasie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avance dans le droit à l'euthanasie, ce que cela fait avancer de manière beaucoup plus forte, eh bien, l'euthanasie active, ou bien, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelait ça, la gestion du flux, ou la gestion du stock des inutiles. C'est ça qu'on est en train de faire. Derrière la bonne volonté cachée, où on prend l'histoire d'une personne qu'on va médiatiser, qui est dans un état de détresse énorme, on fait passer une loi qui va concerner des centaines, voire des milliers de personnes, qui, elles, vont être traitées par la société sans jamais avoir rien choisi. C'est ça qu'on est en train de faire. Sur la mortalité, une autre manière de le voir, ça c'est le nombre de décès qu'il y a en France chez les 18-39 ans tous les trimestres. Donc il y a 4 trimestres par an, et vous voyez que j'ai pu assez facilement faire ce qu'on appelle un petit modèle log linéaire,
pour regarder la tendance. Donc en pointillé bleu, c'est la tendance habituelle, et rouge, j'ai mis ce qui pourrait correspondre à une surmortalité. Et la vaccination des jeunes arrive là, donc on est en juillet 2021, et pouf, pile au moment où on vaccine les jeunes, dis donc, c'est là qu'on a une surmortalité qui apparaît en France, chez les jeunes de 18-39 ans. Tout pile, c'est incroyable. Là, je vous montre le surplus, donc c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus de la courbe rouge, ça se voit encore mieux. Voilà, la vaccination des jeunes, ici, et puis pouf, la surmortalité qui arrive en face. Ça marche nickel. Personne ne le voit. Dernière chose, on a parlé de régulation de population, donc ça peut être le stock, notamment les inutiles, les personnes âgées dont on veut se débarrasser immédiatement, de diverses manières, et puis aussi, il y a trop de bébés qui naissent, on a vu, la bande P. Et qu'est-ce qui se passe du point de vue de la natalité depuis quelques mois maintenant? Ça, c'est le nombre de naissances mensuelles qu'il y a au Danemark. J'ai corrigé la pyramide des âges. Donc le Danemark, les naissances sont extrêmement régulières. J'ai pas mis la courbe avant, mais depuis 15 ans. Il y a quasiment tout le monde le même nombre de naissances tous les mois. Le nombre de naissances tous les mois au Danemark. Les barres, pardon. Les courbes, c'est des modèles de façon à prévoir l'avenir, pour voir si à l'avenir j'en ai plus ou moins. Et j'ai 2 modèles, je vous expliquerai après. Mais donc c'est les barres. Et bon, vous voyez que d'ailleurs, comme la mort, les morts c'est cyclique avec plus l'hiver, chez les naissances c'est l'inverse. C'est aussi cyclique, il y a plus de naissances l'été. Je ne sais pas si vous le savez. Du coup, quand vous visitez le Danemark, si vous visitez le Danemark à l'été, vous allez pouvoir observer l'arrivée des petits Danois, donc la misbah des Danoises, en été. Et puis 9 mois avant à l'automne, c'est les parades nuptiales du Danois qui doivent arriver à ce moment-là. Donc visitez le Danemark en fonction de ce que vous voulez voir sur place, quoi. Bon, bref. J'ai fait 2 modèles. Le modèle bleu, c'est un modèle long terme qui prend en compte l'évolution des naissances sur très longue période. Et vert, c'est un modèle court terme, juste sur les 3 dernières années. Et vous voyez, c'était pour illustrer aussi que selon que je décide comment faire mon modèle, je vais avoir des résultats extrêmement différents. Et pourtant, c'est un pays qui est régulier, celui-là. Bon, ça, c'était une parenthèse pour expliquer pourquoi est-ce que les statisticiens sont jamais d'accord sur le fait qu'il y a une surmortalité, sous-mortalité, etc. C'est juste on fait des choix et selon le choix qu'on va faire, on va trouver des résultats différents. Mais quand même, il se passe quelque chose. En rouge, ce que je vous ai mis là, c'est le pic de la vaccination des jeunes danoises qui a lieu à l'été 2021, ici. Et je vous ai mis des couleurs, et notamment les couleurs 9 mois après. Et donc, si on prend la courbe verte qui est la tendance récente, on voit que ici, pile 9 mois après la vaccination des jeunes danoises, j'ai un trou dans les naissances. Si j'ai un trou dans les naissances ici, ça veut dire que le problème est 9 mois avant, donc pile au moment de la vaccination. Et ça ne s'arrange pas. Les naissances danoises qui étaient très régulières et un peu en augmentation s'effondrent à partir de là et ne remontent pas. Donc quand même, on a une trace statistique extrêmement nette sur ce qui se passe au Danemark. Je vous montre la France maintenant. Nous aussi, on a des parades nuptiales aux mêmes dates. Enfin bref, je me moquais des Danois, mais c'est pareil. En France, ça se voit un peu moins. Pourquoi ? Parce que les naissances de la France ont été très perturbées à plusieurs moments. Le confinement a lieu en mars 2020 et déjà en décembre 2020, il y a un effondrement des naissances. Ce qui veut dire que les médias qui ont dit oui, le confinement c'est sympathique, les Français vont se reproduire comme des lapins pendant le confinement. Bien, parce qu'ils sont vraiment très forts, puisque 9 mois après, on a pu constater que non, c'est un effondrement des naissances. Donc le confinement, c'est un traumatisme très fort qui se voit par plein de naissances en moins. Mais une fois que les gens ont été libérés, parce que c'est bien ça, ce qui se passe, c'est comme à la libération, un petit baby-boom. En 2021, il y a un regain des naissances où on passe au-dessus des tendances du passé. Vous voyez, mes barres elles sont au-dessus de mes courbes de prédiction à plein d'endroits. Et donc, il y a un vrai regain. Mais ce regain s'arrête 9 mois après. Donc c'est moins impressionnant que le Danemark, parce qu'au Danemark, on a un trou. Ici, ce qu'on voit en France, c'est que c'est la fin du petit baby-boom, pile, qui arrive 9 mois après, ici, et qu'après, la situation se dégrade et continue de se dégrader. Voilà. Mais je vous montre le Danemark d'abord, parce que le Danemark, comme ils étaient très réguliers, on n'a pas eu les cassures et les changements, donc c'est plus facile. Nous, comme c'est un peu accidenté, on voit moins. Et on peut juste dire que on a perdu, 9 mois après les vaccinations, le petit baby-boom post-libération. Dernière statistique,
Ici, c'est le nombre de décès d'enfants dans les 6 jours qui suivent la naissance, qu'on appelle la mortalité néonatale précoce. Donc cet indicateur-là, le taux d'enfants morts entre 0 et 6 jours, voilà, qui oscille entre 1,6 et 2,2 pour 1000 naissances. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu une explosion ici jamais vue. On atteint quasiment 2,6 décès pour 1000 naissances. Donc pour mourir entre 0 et 6 jours, la plupart du temps, c'est le signe d'un accouchement prématuré. Donc si c'est trop prématuré, l'enfant n'est pas considéré vivant, c'est-à-dire que si la naissance a lieu dans les 5 mois après la fécondation, on ne s'est pas considéré viable. Mais s'il naît dans le laps de temps après, il est considéré né vivant, mais si c'est trop tôt et qu'on n'en réchappe pas, ben, ça fait des décès. Et bizarrement, donc ce pic énorme, il a lieu en juin 2021, sachant que la poussée à la vaccination des femmes enceintes, c'est mai 2021. C'est-à-dire qu'on pousse les femmes enceintes à se vacciner en mai 2021 et constate quoi en juin? Un gros tas de décès d'enfants de mortalité néonatale précoce, c'est-à-dire très probablement des femmes qui ont accouché très peu de temps après la vaccination et qui ont perdu leur bébé. Donc même ça, statistiquement, ça se voit. Et ça ne se voit pas que chez nous. Ça se voit aussi en Écosse et en Israël. Donc voilà pour cette partie-là. Et pour conclure, oui, je dirais que donc, ce qu'on a montré avec Pierre-Antoine Plaquevent, c'est qu'on observe une vraie volonté de contrôle de la population. On vous a surtout parlé du contrôle en termes de nombre, c'est-à-dire gérer le flux et le stock des inutiles qu'il faut évacuer le plus rapidement possible, avec tout un tas évidemment on va dire de bonnes pensées, et puis éviter l'arrivée de nouveaux inutiles sur le territoire. La deuxième partie dont on a moins parlé, mais qui est aussi importante, c'est évidemment le contrôle de la population, au jour le jour, en permanence, et tu as parlé de la 4e révolution industrielle, et ça, ce serait probablement une autre partie aussi intéressante. Donc voilà, on est dans un système, tu l'as dit, ton mot c'était globalitaire, je suis entièrement d'accord avec ça, de volonté de contrôle total et de contrôle de la population en particulier. Merci à tous pour votre attention.